chers amis de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de ceux qui peuvent nous voir un peu plus loin. Je m'aperçois en fait qu'il y a des gens qui découvrent l'émission depuis peu. Et pourtant, Zouk TV, c'est une télévision de proximité, bien connue. Et je suis heureux de vous dire que ça fait, depuis le mois de mars, fin mars, ça faisait 5 ans que j'animais cette émission. 5 ans, à raison de 4 émissions par mois. Faites le calcul. Donc, Zouk TV m'a proposé, enfin, surtout Mano Granier m'a proposé de faire cette émission. C'était un vrai pari. D'abord, on avait pensé à une fois par mois. Maintenant, on n'a jamais fait une fois par mois. Cette émission, elle est produite 4 fois par mois. Son intention et sa volonté, c'est de faire l'information la plus large possible et puis de la pédagogie à chaque fois que ce sera possible. Donc, aujourd'hui, j'ai invité pour vous un ami qui est un chirurgien dentiste, bien connu sur la place de Fort-de-France et de la Martinique. C'est le docteur Éric Saint-Zéby. C'est une vieille amitié. Et quand il m'a parlé du projet qu'il avait d'organiser avec d'autres le premier congrès international de chirurgie dentaire à la Martinique, je lui ai proposé vivement de venir vous raconter et vous dire ce qui va se passer. Bonjour Éric. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Nous avons... tu organises avec tes amis, parce que c'est un travail fou, hein, organiser un congrès. C'est déjà un travail difficile d'organiser un congrès, mais c'est encore plus difficile d'organiser un congrès international. Ouais. Parce que les contacts se font dans différents pays, il faut réunir tout le monde, il y a des voyages à organiser, et ça demande beaucoup plus de travail. Mais j'ai une très bonne équipe et des amis très sérieux qui sont avec moi, ce qui fait que on était déjà un peu rodé avec les congrès précédents, mais on a pu s'en tirer. Alors, les congrès précédents, c'était des congrès franco-français. Hein. La majorité des intervenants venaient du territoire métropolitain, quelquefois de la Suisse aussi. Hein. Mais là, la Caraïbe est beaucoup plus concernée et l'Amérique latine, c'est ça? Alors, c'est-à-dire qu'il fallait faire un choix. On a d'abord, au niveau international, on a d'abord le souci de la langue. C'est-à-dire que si on fait un congrès anglophone, il faut toute une machinerie de traduction à côté et c'est un congrès qui est différent. Là, on a voulu quand même faire un congrès francophone pour ne pas avoir le souci de la traduction dans un premier temps. On verra par la suite si on peut gérer un congrès anglophone. Et donc, nous avons un congrès francophone. Il y aura simplement un seul intervenant, c'est un Brésilien qui ne parle qu'anglais, qui ne parle pas français. Donc la traduction sera faite par un des collègues pour qu'il puisse s'intégrer à tout le monde. Mais c'est quand même assez extraordinaire que tous les étrangers qui viennent soient francophones. C'est-à-dire que c'est pire que ça, ils sont multilingues. Ils sont multilingues, c'est-à-dire que nous avons des étrangers qui parlent 3 ou 4 langues. Hein, comme nous avons un professeur marocain qui parle 4 langues, nous avons un professeur qui vient d'Israël qui parle couramment 4 langues, nous avons un intervenant suisse qui parle 3 langues. Donc le monde est maintenant, le monde est un village, le monde est ouvert et il faut, surtout au niveau scientifique, au moins maîtriser l'anglais. Ouais. Alors, il ne faut pas seulement maîtriser l'anglais. Quand je vois la qualité des invités, c'est d'un niveau tout particulièrement élevé. Alors, il faut dire que, je vais préciser qui est Éric Saint-Zéby. Il est docteur en chirurgie dentaire, il est diplômé de l'université au Plus-Odontie, parodontologie. Le Plus-Odontie sont dans les rapports des dents entre elles. La parodontologie, c'est l'étude des tissus de soutien de la dent. Ce sont des termes que je connais assez bien. Et il est expert auprès de la Cour d'appel de Fort-de-France. Il est post-gradué en implantologie New York University. Il y a un parcours là. Hein. Et puis, c'est un ancien enseignant de début d'implantologie de Dijon, une ville que je connais bien puisque c'est là-bas que j'ai fait mon diplôme universitaire de micronutrition. Voilà Éric Saint-Zéby, le décor est planté. Alors, je parlais de la qualité. Quand vous avez quelqu'un comme ça, vous imaginez bien que ces invités sont du même niveau. Là, devant moi, le nom d'un qui s'appelle professeur Carlos Nemkovski. Nemkovski, oui. Alors, qui il est, d'où il vient? Alors, le professeur Carlos Nemkovski, j'ai pu le faire venir
grâce à une société avec laquelle je travaille, une société d'implantologie, qui a pratiquement subventionné son voyage, et d'ailleurs qui était de nos sponsors, parce que c'était quelqu'un qui est très demandé au niveau international et qui ne se déplace pas facilement. Donc il a fallu un professeur cool à cocotier, et il arrive d'Israël, il est professeur à Tel Aviv, et c'est quelqu'un qui est né en Amérique du Sud, qui a fait des études aux États-Unis et qui enseigne en Israël et qui est reconnu au niveau international. C'est quelqu'un de très haut niveau qui fait des conférences partout dans le monde. Et c'est vraiment une chance pour les dentistes martiniquais qu'il ait accepté de venir. Mais c'est quelqu'un que j'ai eu déjà au téléphone ou par mail, qui est extrêmement simple et gentil, comme les plus grands. Tous les grands sont toujours simples et tranquilles. Hein. Et alors, le docteur Thierry Charles, c'est un Belge, oui, qui est chargé de cours à l'Université libre de Bruxelles. Oui, c'est-à-dire que c'est un professeur, c'est un maître de conférence en réalité, et qui vient d'arrêter ses activités, disons, au niveau de la fac, et qui va travailler dans le privé maintenant. C'est pour ça qu'il est maintenant chargé de cours, mais à l'origine il est professeur, et il est spécialisé en endodontie, c'est-à-dire il s'occupe essentiellement de la dévitalisation des dents, pour parler comme tout le monde, et ce sont des spécialistes qui ne font que ça, qui travaillent aujourd'hui sous microscope, avec une très grande précision, avec des instruments électroniques, des mesures électroniques, et c'est vraiment une spécialité qui est très particulière et qui n'est pas beaucoup connue. Il n'y a pas beaucoup de spécialistes, même en France, d'endodontie. Il y a aussi le docteur Philippon Sénégo. Alors celui-là, il est français, il est vice-doyen de la faculté de Garancière de Paris 7, une faculté que je connais bien. Et il est maître de conférences des universités, praticien hospitalier. Oui, c'est quelqu'un qui faudrait même, on ne pourrait même pas lire son CV, oui, tellement il a de titres. C'est quelqu'un qui est très connu, et c'est lui qui sera le président du congrès. Oui. Et c'est quelqu'un qui est déjà venu à un de nos précédents congrès et qui a une très grande ouverture d'esprit et qui est très compétent et qui a évidemment l'habitude de ce genre de congrès. Oui. Donc il fallait que on puisse avoir quelqu'un qui a une grande expérience pour pouvoir manager toute cette série d'enseignants qui venaient de différents pays. Donc il arrive d'ailleurs avant tout le monde pour pouvoir qu'on fasse le point sur l'organisation et la façon dont les choses vont se passer. Alors il y en a plein d'autres, hein. Il y a Lucas Naves, il vient de Suisse, lui, c'est ça? Du Brésil. Du Brésil, pardon. Ouais. Alors Lucas Naves, il vient du Brésil. Et il est enseignant, il est professeur à Sao Paulo, et il habite du côté de Brasilia. Enfin, le Brésil est immense, quoi. Donc on a eu beaucoup de difficultés à le faire venir. Non pas qu'il ne voulait pas venir, mais c'est pour organiser son voyage. Donc il voyage pratiquement 2 jours pour pouvoir venir nous voir, et il va passer par Saint-Martin, mais il est obligé de s'arrêter une nuit en Amérique du Sud. Voilà, donc nous sommes une île où la coopération au niveau international, la coopération au niveau des autres îles est extrêmement dépendante de la qualité de nos transports. Voilà, donc et au retour, il va voyager 2 jours aussi. Ouais, voilà. Je peux demander qui c'est qui finance tout ça, parce que il y a tellement cette organisation me paraît être très importante, hein. Donc il faut de l'argent pour tout ça. Alors nous avons 2 sources de financement. Nous faisons de l'autofinancement en réalité. Nous avons les inscriptions de nos confrères, et nous avons des stands qui sont loués à des exposants qui concernent le milieu dentaire ou parfois d'autres milieux, le milieu bancaire, le milieu dentaire, le milieu de tout ce qui travaille avec nous au niveau de l'environnement, etc. Donc ces partenaires nous permettent d'avoir un budget qui est parfois juste équilibré, et nous ne faisons pratiquement aucun bénéfice dans ce genre d'opération. Bon, ce genre d'opération en général, c'est faire de l'information. Voilà. D'ailleurs, le public doit être très étonné, parce qu'un congrès international de dentisterie, en général, on n'en parle pas. Donc je pense que là, on va en parler, pas seulement ici, donc on va en parler. Et puis, on a toujours l'impression que les dentistes sont toujours derrière leurs fraises ou un fauteuil, alors qu'il y a autre chose que cela.
Donc, tu es là pour faire la communication. Ça va se passer où? Alors, ça va se passer à la Batelière. Mais avant, je voulais quand même, si on veut, on peut présenter peut-être le reste des intervenants. Alors, il y a une femme. Alors oui, c'est la seule? Oui, c'est la seule femme. Non pas que nous soyons misogynes, mais le hasard a fait que c'est la seule femme, et c'est une Martiniquaise qui s'appelle Amandine Parra et qui a été enseignante à Paris 7 et qui aujourd'hui travaille en privé et qui est d'une conférencière qui commence à être connue. Et donc elle viendra nous faire une conférence sur une fraction des nouvelles technologies qu'on appelle les empreintes optiques. Donc elle est très, très compétente, elle a fait l'internat et elle est très agréable aussi en termes de conférencière. C'est Martiniquaise, un nom comme celui-là, c'est très Martiniquais. C'est Martiniquaise, bien sûr. Et Sem Pisquin? Alors Sem Pisquin, c'est un Suisse qui est prothésiste, qui est très connu, qui fait partie d'une organisation d'esthétique au niveau mondial. Et nous avons pensé, parce qu'il y a une partie de notre congrès qui s'est orientée vers l'esthétique, que c'était vraiment important qu'il y ait un prothésiste, c'est-à-dire quelqu'un qui fabrique les prothèses à partir de ce que nous leur donnons, des indications que nous leur fournissons, pour pouvoir montrer à nos collaborateurs prothésistes aussi le genre de relations que nous devons avoir et comment nous devons optimiser notre communication pour arriver à un meilleur résultat. Et d'ailleurs, il y aura une intervention qui sera faite directement avec ses collègues prothésistes martiniquais pour pouvoir leur parler des nouvelles technologies, des nouvelles méthodes aussi utilisées, des avantages et des inconvénients qui seront proposés. Oui, les manipulations manuelles ont largement diminué au profit de la technologie informatique, c'est ça? Oui, absolument. C'est-à-dire, maintenant, on a pris un tournant, qui est le tournant du numérique, et qui est irréversible. C'est-à-dire que de plus en plus, dans nos cabinets, nous allons utiliser tout ce qui va tourner autour du numérique. Ça part de la conception de la fabrication assistée par les ordinateurs, ça part de l'utilisation des scanners pour prendre des empreintes, ça part de la confection des guides chirurgicaux pour pouvoir optimiser la pose des implants, etc. On ne peut pas échapper à la révolution numérique et ça ira de plus en plus. Mais seulement, il faut pouvoir maîtriser cette évolution. Ce n'est pas tout ce qui apparaît qui est bon, et c'est à l'aune de l'expérience qu'on verra si certaines avancées sont vraiment profitables. Donc c'est un top qui va apporter des informations nouvelles aux prothésistes de la Martinique. Alors, oui, et il vient avec le docteur David Girdol, qui est de Suisse aussi, et qui est son prothésiste. Donc on aura un binôme vrai qui va nous montrer comment ils travaillent ensemble. Et je crois que ce sera extrêmement intéressant. David Girdol, à l'heure actuelle, est d'origine française, mais il vit depuis de nombreuses années en Suisse. Et c'est un conférencier international qui est demandé un peu partout dans le monde pour ses réalisations esthétiques. Et il fait aussi des cours à la faculté de Paris 7. Il était venu déjà à notre congrès il y a 2 ans. Donc c'est avec plaisir qu'il revient pour nous faire un certain nombre de communications de haut niveau. Alors, à une époque, les prothésistes étaient installés dans le cabinet médical. Alors, ça avait des avantages? Parce que maintenant, le prothésiste, il a sa structure, il est séparé, et il faut une communication téléphonique permanente ou par mail. Comment ça se passe? Alors, maintenant, c'est extrêmement, ça existe toujours, mais c'est extrêmement rare qu'il y ait des prothésistes qui soient installés au même endroit, parce que il y a maintenant nous avons un plateau technique qui est relativement élevé en coût financier. Les prothésistes aussi ont un matériel qui est relativement élevé aussi en termes de coût financier. Et le fait de travailler avec un seul dentiste ou un groupe de dentistes ne suffit pas. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis, il y a des laboratoires de prothèses qui travaillent avec 1000 dentistes. 1000 dentistes, ça peut paraître, c'est terrible, 1000 dentistes. Mais un laboratoire de prothèses comme ça, c'est 500 personnes. Quoi. Ah oui, 500 personnes avec des machines extrêmement perfectionnées. Donc le métier même de prothésiste aussi est en train de changer. Donc de plus en plus, ils utilisent aussi la conception et la fabrication assistée par ordinateur.
Alors, David Jardin, qui c'est qu'on n'a pas nommé? Alors, on n'a pas nommé, il reste deux personnes, Jafar Mouhi. Oui. Alors, Jafar Mouhi est un dentiste qui est d'origine marocaine, qui a fait ses études en Belgique. Donc, totalement francophone, lui. Totalement francophone, qui a fait ses études en Belgique, et il est totalement anglophone aussi, et qui est allé à Göteborg, parce que sa particularité de Mouhi, c'est qu'il est clinicien, mais il est aussi fondamentaliste. Donc il est allé à Göteborg. Göteborg est au Danemark, et Göteborg est en Suède, pardon. Et c'est un endroit où on fait des recherches extrêmement avancées sur les implants. Donc, il est allé passer, je crois, au moins 2 ou 3 ans là. D'ailleurs, maintenant, il est professeur assistant à l'université de Göteborg. Donc, il allie fondamental et clinique. Donc, il fait des communications qui sont toujours extrêmement intéressantes, extrêmement pointues. Et nous aurons la chance d'avoir une communication qu'il a présentée au mois de décembre au grand congrès de New York. Donc c'est exactement la même présentation qu'il a fait à New York qu'il va nous faire ici en Martinique. Il semble que la Suède soit un creuset pour la dentisterie, parce que l'amalgame, la Suède est un des premiers pays européens à avoir supprimé l'amalgame. Oui, la Suède, c'est vrai. Et puis aussi, ça a été le pays où Brenmark, qui est mort dernièrement, a fait des expériences pour créer l'implantologie moderne. Ouais. Ce sont des gens qui sont extrêmement rigoureux et extrêmement organisés. Et sous le plan, disons, des études scientifiques, ils sont extrêmement précis dans leur méthode et dans leur publication. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Européens qui vont, j'ai notre ami que je connais très bien, qui est professeur français, qui est professeur maintenant en Corée, qui est allé passer aussi au moins 1 an à Göteborg pour avoir toute la méthodologie suédoise pour pouvoir faire de la recherche. Et le maître de conférence, Maxime Rothenberg. Alors, Maxime Rothenberg, on l'a fait venir pour la première fois, il y a beaucoup de premières fois d'ailleurs, un professeur d'orthodontie. Il est orthodontiste, il est maître de conférence à Toulouse. Et il est président de d'une société d'orthodontie française. Et il viendra pour consacrer une journée entière avec les orthodontistes martiniquais et guadeloupéens. Donc nous avons voulu aussi que nos confrères orthodontistes qui sont toujours laissés un petit peu à part dans nos congrès, parce qu'ils sont quand même très peu nombreux. Puis ils sont à part aussi quand même. Oui, c'est une spécialité à part. Nous avons voulu aussi qu'ils puissent participer à notre congrès. Et le docteur Rothenberg nous fera aussi une toute petite conférence d'information sur les relations entre les dentistes et les orthodontistes. Combien de congressistes il y aura là? Écoutez, ça nous pensons qu'on sera à peu près au moins 60-70 à peu près. Mais c'est déjà très convenable. Oui, parce que généralement le taux de fréquentation des congrès en France équivaut à peu près à 20% des dentistes, 10% des dentistes. Ici, nous espérons être quand même à 50%. 50%, c'est un chiffre très très convenable. Si c'est possible, ce serait vraiment bien qu'on soit au moins à 50%. Mais non, mais même si 50, ça permettrait aussi une qualité d'échange peu commune. Parce que plus il y a du monde, moins il y a une qualité d'échange. Mais plus il y a du monde, plus ça nous permet aussi d'équilibrer notre budget aussi. C'est vrai. Donc il y a les deux aspects. Non, mais il faut qu'il y ait les deux aspects, parce que il faut qu'on ait des endroits de discussion. Donc nous avons prévu des travaux pratiques, des discussions à part sur certains sujets et des conférences l'après-midi. D'accord. Voilà. Donc le matin, ce sera surtout surtout de la pratique. Donc les conférences qui s'inscrivent le matin auront un contact direct avec les enseignants sur de la pratique, sur des sujets concrets, sur des travaux dirigés, sur des travaux qu'ils vont faire eux-mêmes et qui seront expliqués et contrôlés par les enseignants. Vu la qualité des intervenants, quelle sera pour les dentistes martiniquais? Il va y avoir des Guadeloupéens, non? Alors, nous espérons qu'il y en a qui nous ont dit qu'ils vont venir. On l'espère quand même. Les chirurgiens dentistes de la Martinique, de la Guadeloupe, vont bénéficier de contacts comme cela pour une amélioration certaine. Parce que les gens connaissent très 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 mal l'activité du chirurgien dentiste. Hein. Je me permets de dire ça. C'est un monde à part. Hein. Autant le médecin, on est malade, on le voit. Le chirurgien dentiste fait toujours un petit peu peur parce que c'est censé faire mal alors qu'on sait très bien que maintenant ça ne fait plus mal. C'est vrai, ça fait mal à un moment. Maintenant,
ça fait plus mal. La dentisterie évoluée, les dents sont remplacées facilement. L'implantologie, parce que en fait, je m'aperçois que la majorité de ces gens-là qui viennent, ils ont un passé d'implantologue. Il y en a quelques-uns. Non, c'est-à-dire qu'il y aura en réalité 3 communications d'implantologie. Oui, d'accord. Docteur Monsenego, qui est un spécialiste de prothèse, il fait de l'implantologie. Docteur Mouilly en fait aussi. Le professeur Kolem-Nemkowski en fait aussi. Sur 3 jours de congrès, ça fait quand même 3 communications. 4 jours, ça fait 3 communications que je vais faire donc, aussi. Donc, ça fait 4 communications. C'est important. C'est vrai que que l'implantologie, on en parle beaucoup parce que c'est quelque chose qui rend vraiment de grands services et qui aujourd'hui, ça marche vraiment très bien. Donc il y a beaucoup d'avancées dans ce domaine-là. Donc il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup on veut aller encore plus loin, on veut aller encore faire mieux. Donc il y a beaucoup de publications c'est vrai que dans ce secteur-là. Si vous voulez, à l'heure actuelle, il y a 2 secteurs qui se développent beaucoup, c'est l'implantologie et le secteur esthétique. Voilà, l'esthétique se développe aussi beaucoup parce que avec l'apparition des nouveaux matériaux, des nouvelles méthodes, on a des nouveaux matériaux qui sont extrêmement performants et qui nécessitent quand même un certain apprentissage. Vous voyez, donc par exemple, nous avons un docteur Gerdol qui avec le docteur Naves, le brésilien, vont faire un travail pratique sur la reconstitution des dents postérieures par des zones, c'est-à-dire des reconstitutions collées. On va faire. Alors, on va essayer d'éclairer un petit peu nos téléspectateurs. Alors, il y a un emplacement où il y a une carie qu'on a nettoyée. Voilà. Et à la place de cette carie, il faudra mettre quelque chose. Une substitution. Voilà. Et il y a très longtemps, on mettait ce qu'on appelait le fameux plombage, le plomb, voilà, qui est un amalgame, voilà, un amalgame avec du mercure. Voilà. Maintenant, on ne fait plus ça. Alors, il y a plusieurs possibilités. Ou on remplace par ce qu'on appelle un inéoné en métal, ce qui peut être de l'or, ou on le remplace par un inéoné dans un matériau composite, ou on peut le remplacer par un matériau céramique, c'est ça? Oui. Alors, c'est-à-dire que oui, oui, absolument. Mais en plus, il y a une autre solution, c'est qu'on le fasse tout de suite au cabinet. Alors, dans certains cas, ça peut poser des problèmes liés à la nature des matériaux. Donc, c'est au dentiste à évaluer sa technique, l'importance de la largeur, la grosseur, la profondeur de la reconstitution, la sensibilité, etc. Et dans certains cas, il vaut mieux ne pas faire la restauration au cabinet, mais on prend une empreinte, on envoie au prothésiste, et la partie manquante, elle est faite au laboratoire, et ensuite, elle est collée au cabinet, et ça donne une reconstitution de haut niveau, parce que le matériau est extrêmement précis. Il est plus dur que ce qu'on fait au laboratoire, mais évidemment, c'est un coût supplémentaire. Donc, ça s'évalue avec le patient et c'est une question de choix. Alors, quelles sont les techniques d'empreinte qu'il y a maintenant? Alors, les techniques d'empreinte, on va en parler, d'accord. Il y a les empreintes classiques qu'on fait avec des matériaux silicone qui sont de plus en plus performants, mais il y a maintenant une nouvelle empreinte qu'on appelle l'empreinte optique, qui est faite avec un scanner. Et c'est Dr Para qui va nous en parler, qui est fait avec un scanner. Et ce scanner-là transmet directement les informations à un ordinateur. Et à partir de l'ordinateur, on peut confectionner la couronne sur ordinateur, c'est-à-dire on fait une couronne virtuelle. Et cette couronne-là, elle peut devenir réelle quand elle est transmise, quand les informations sont transmises à une machine-outil qui à ce moment-là effectue un fraisage dans la masse et on a la couronne. C'est-à-dire que, si vous voulez, à aucun moment on a coulé, comme on faisait avant, en plâtre cette empreinte. Elle a été faite uniquement, virtuellement, par informatique et les informations ont été transmises encore par informatique à une machine-outil qui fait un fraisage d'une très grande précision. Alors, pour que nos téléspectateurs puissent comprendre, la lecture se fait avec un instrument qui va aller dans la bouche et qui va lire par l'intérieur d'un rayon. D'un rayon, absolument. Qui va lire la forme de la dent, la forme du moignon. Oui, parce que la dent sera taillée en laissant l'espace nécessaire pour que la coiffe puisse venir par-dessus. Absolument. D'accord. C'est très, très, très précis ce que tu dis là. Et donc, c'est une technique qui commence à être utilisée. Mais il y a des difficultés.
c'est pas tout le temps facile. Il y a des indications, il y a des contre-indications, mais c'est quelque chose aussi qui ira en se perfectionnement. Dans le domaine des nouvelles technologies, généralement, le premier instrument qui sort n'est jamais le bon, parce qu'il n'a pas encore été, disons, à l'épreuve de la pratique. Donc c'est peut-être le deuxième ou le troisième qui devient très perfectionné, qui tient compte des remarques qui ont été faites, des critiques, etc. Mais les choses avancent, et dans ce domaine, généralement, les choses vont vite. Donc l'empreinte optique, si à l'heure actuelle, elle est très peu utilisée pour le moment, je pense que dans les années à venir, elle sera incontournable. En Martinique, est-ce qu'il y a des praticiens qui utilisent l'empreinte optique? Alors, il y a des praticiens qui à ma connaissance, qui n'utilisent pas directement l'empreinte optique pour le moment. Parce que ça nécessite une technologie un peu spéciale. Et il y a la question aussi du choix de l'appareil. Donc pour le moment, on en est à savoir quel appareil est meilleur, quel n'est pas meilleur. Et tant que les scientifiques dans les facultés n'auront pas fait des études, n'auront pas fait des comparaisons, etc., ce sera difficile pour les dentistes de base de se lancer quand même avec à l'achat d'un appareil qui coûte relativement cher. Par contre, on peut scanner des empreintes qui ont été faites en plâtre. Parce que à ce moment-là, le rayon, comme il est hors de la bouche, il est sur du plâtre, il est beaucoup plus facile à ce moment-là, avec le rayon, de contourner là-dedans et de prendre avec précision la forme du support. Est-ce que les silicones les nouveaux silicones arrivent à donner des empreintes précises? Est-ce que les retouches sont importantes, les points de contact sont à revoir. En général, est-ce qu'il y a une adaptation parfaite? On a des silicones qui sont de l'ordre les précisions sont de l'ordre de quelques microns maintenant. Les précisions sont de l'ordre à peu près de 20 microns. Donc on arrive à avoir vraiment des empreintes qui sont extrêmement précises. Et surtout, avec les nouvelles technologies, on arrive à avoir les matériaux qui ne sont pas métalliques, donc qui n'ont pas d'effet de rétraction. On peut avoir des assemblages couronnes supports qui sont extrêmement précis. Extrêmement précis, avec des précisions qu'on n'avait jamais atteintes auparavant. Mais, comme je disais, il y a toujours le problème de l'acquisition de la technologie, le problème aussi du savoir-faire qui se pose. En fait, pour que les dentistes, chirurgiens dentistes à Martinique puissent acquérir ce genre de choses-là, il faudrait qu'ils partent souvent. Alors il faut faire des formations. Ils ont la chance qu'on puisse leur amener cette fois-là un certain nombre de spécialistes qui sont sur place, avec qui ils pourront causer, ils pourront échanger, demander des conseils, qui vont montrer ce qu'ils vont faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Mais pour certaines techniques qui sont extrêmement pointues, parfois on est obligé de partir suivre des stages extrêmement particuliers chez des spécialistes, avec des laboratoires pour faire des stages, les exposants, les professionnels qui vendent les matériaux font parfois aussi des stages. C'est parfois nécessaire pour acquérir la manipulation de l'outil. Ce n'est pas obligatoire. Nous avons aussi des professionnels aussi qui vendent du matériel, qui peuvent aussi faire de la formation, il faut entrer du monde aussi. Mais parfois, c'est nécessaire de partir aussi. On peut faire les deux. Et puis aussi la formation par Internet. Donc on a toute la possibilité, on n'est plus bloqué dans notre formation maintenant. Tout est ouvert. C'est intéressant de le dire parce que le grand public ne peut pas imaginer qu'en dehors du moment où le dentiste est dans son cabinet, à côté de ça, il y a un gros travail qu'il doit faire puisqu'il faut être en recyclage permanent. Absolument. Vous savez, avant on disait que le temps de rotation de l'information était de 5 ans. Maintenant il est de 3 ans. C'est-à-dire que les choses vont extrêmement vite. Alors à l'époque, pour l'instant chez les médecins, il y a ce qu'ils appellent les EPU. Est-ce que ça existe chez les dentistes? Parce que les EPU ont un petit caractère obligatoire. Il y a un certain nombre d'EPU à faire et qui doivent valider. C'est-à-dire que au niveau dentaire, il y a eu des tentatives Les EPU, pardonnez-moi, je dis en universitaire. Enseignement post-universitaire, il faut que je traite. Il y a eu on avait la possibilité, il y a la possibilité de faire de la formation qui a été organisée par l'État, si vous voulez. Et
il y a déjà, et chaque fois, ça n'a pas marché parce que c'était extrêmement compliqué. C'est-à-dire les procédures administratives étaient beaucoup trop lourdes. Et là, on en est au troisième dispositif de formation parce que les deux premiers n'ont pas marché. Donc je crois que dans la nouvelle loi santé, il y a un nouveau dispositif qui doit sortir qui apparemment serait beaucoup plus souple parce que le précédent était vraiment, du point de vue administratif, une usine à gaz et ça n'a pas du tout ressenti l'assentiment des chirurgiens dentistes et même l'État et le gouvernement et les institutions de santé se sont rendus compte que c'était beaucoup trop lourd et beaucoup trop compliqué au niveau de la formation, au niveau de ce qu'on demandait, au niveau de la gestion même de la formation, c'était beaucoup trop compliqué. Parce qu'il fallait que les enseignants viennent de France, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est qu'il fallait remplir des dossiers, on vous demandait exactement à quelle heure vous arriviez en réunion, à quelle heure vous partiez, il fallait faire signer par la personne. Donc il y avait un fratras administratif qui était trop lourd et en réalité complètement inutile. Donc là, on est en train le gouvernement est en train d'assouplir cette organisation pour pouvoir permettre véritablement aux dentistes de rentrer dans le cadre de cette formation. Et en plus, il faut que les organismes qui font de la formation soient agréés. Alors c'était pire, avoir l'agrément à ce niveau-là était extrêmement compliqué et donc il n'y a pas beaucoup de sociétés de formation en France qui avaient pu avoir l'agrément. Donc ça posait encore à nouveau des problèmes. Donc si on est en pleine refonte de l'organisation, mais ce sera quelque chose qui sera obligatoire et qui sera sous forme de points que tous les 3 ans il faudra fournir, comme quoi vous avez été en formation et que vous avez participé à un certain nombre de formations bien précises qui vous donnent des points. Ça veut dire que les dentistes martiniquais, il faut leur retirer le chapeau parce que tout ce qu'ils font comme formation, ils font de leur plein gré, ils vont chercher la formation et l'information. Et oui, c'est-à-dire que je crois que on a toujours voulu, c'est une sorte de tradition depuis au moins 30 ou 40 ans, prendre en charge notre formation continue. C'est-à-dire que nous décidons nous-mêmes de ce que nous voulons faire. C'est-à-dire on choisit nos sujets, on choisit le type d'organisation qu'on veut, on choisit le type de travaux pratiques qu'on veut faire, on choisit nous-mêmes nos conférenciers. Donc nous créons nous-mêmes notre propre formation continue en collaboration avec les confrères qui nous proposent des sujets sur les problèmes sur lesquels ils rencontrent des difficultés. Donc nous avons fait beaucoup d'implantologie, mais peut-être que dans 2 ans on fera autre chose. Tellement on va délaisser cette matière pour faire véritablement autre chose si les confrères ont des difficultés ou sont intéressés pour autre chose ou s'il y a des nouveautés qui apparaissent dans d'autres secteurs. Et ça, c'est extrêmement important qu'une profession puisse en réalité s'auto-organiser et répondre par elle-même aux demandes de ses propres adhérents. C'est pour ça que quand il y a des confrères qui ne viennent pas en formation et qui pensent que ce n'est pas nécessaire, je pense vraiment qu'ils se trompent et qu'au contraire, chacun devrait venir apporter sa propre pierre, sa propre demande et participer à l'action de formation continue pour pouvoir s'enrichir et profiter vraiment du travail d'organisation que nous faisons pour la profession. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable de faire plutôt de petits groupes, comme des groupes de pairs, ou par 5 praticiens qui pourraient se réunir, je ne sais pas moi, 1 fois par mois et travailler sur un cas? Chacun pourrait donner son avis sans porter une critique sur le travail de l'autre, mais sur un cas, et chacun pourrait donner son avis, ça permettrait d'avancer. C'est une bonne idée, ça a déjà existé. Ça s'appelle enfin des study clubs. Mais le problème qui se pose, c'est que souvent, ce n'est pas fait sérieusement. C'est-à-dire que, il y en a qui viennent, il y en a qui ne viennent pas, il y en a qui... Voilà, donc si vous voulez, dans tout ça, il faut véritablement... il faut qu'il y ait d'ailleurs beaucoup de leadership pour pouvoir maintenir une structure de groupe et que chacun se mette au travail. Parce que c'est une chose de travailler dans son cabinet, c'est déjà relativement fatigant, on passe des journées, des heures à travailler. Et en plus, il faut faire encore un effort pour pouvoir présenter des cas, expliquer les problèmes qu'on a eus, etc. Et dans la réalité, tout le monde n'est pas prêt à faire cet effort. Mais tout le monde est prêt plus facilement à recevoir
si vous voulez, l'enseignement, mais à participer à des groupes de travail. Ce sont seulement les plus motivés, en réalité, qui participent à ces groupes de travail. Moi, je pensais que ça pourrait être une bonne idée. Parce que... Mais c'est une bonne idée, ça existe, hein. Il y a des petits groupes qui se réunissent de temps en temps, mais ce n'est pas quelque chose qui est institutionnalisé. Mais non, mais il faudrait que ça le soit, c'est-à-dire que c'est une convention entre les gens. Il ne faut pas que le groupe soit trop important, 5 praticiens, moi je trouve ça très bien. Et le leadership, il ne peut pas y en avoir. C'est parce que chacun à son tour va présider la séance. Oui. Voilà. Absolument. De façon à ce qu'il n'y en ait pas un qui soit en prise de pouvoir. Je dirais même qu'on a déjà expérimenté, c'était une grande expérience qu'on a fait il y a une vingtaine d'années, c'était des techniques sur lesquelles nous avons travaillé avec les Canadiens, notamment avec l'Université de Laval au Québec, qui pratiquaient ce genre de formation. Ils sont venus plusieurs fois, on a fait des travaux avec eux, on a fait des groupes, on a essayé, etc. Et puis après ça s'est délité. Donc je crois qu'il y a aussi un aspect culturel, c'est-à-dire l'aspect de ce genre de formation qui est beaucoup pratiqué dans les pays anglo-saxons l'est peut-être un peu moins dans certains autres pays. Ceci dit, il y a des structures de petits groupes qui peuvent bien marcher, mais ce n'est pas, disons, l'apanage, notamment en France. Parce qu'en Martinique, ça existe, hein, dans d'autres domaines. Hein. Oui, absolument. Dans le mien en particulier, les groupes de pairs, ça existe. Et c'est un engagement et chaque mois, la réunion se fait dans des conditions optimum. Parce que tout le monde est motivé. Oui. Voilà. Alors, la micronutrition a peut-être une valeur différente parce qu'on est en train de découvrir la micronutrition. Absolument. Mais il ne peut pas avoir de micronutrition si on n'a pas de dents. Bien sûr. C'est vrai. On ne peut pas avaler, ouais. On ne peut pas mâcher. Les aliments, s'ils ne sont pas mâchés, ils ne sont pas bien digérés. Ouais. Et on peut mettre son intestin en difficulté simplement parce qu'on n'a pas assez de dents. Absolument. Donc c'est un des aspects pour lesquels nous sommes extrêmement vigilants et on discute beaucoup avec les patients et ils s'en rendent compte. Ceux qui n'ont pas de dents et qui sont restés quelques années sans dents, ils vous disent qu'ils se plaignent de problèmes à l'estomac, etc., etc. Et des fois, que ce soit que les patients de l'ORL ou même le monsieur généraliste, demandent à ce qu'on leur mette des dents pour pour qu'ils puissent à nouveau mâcher et manger, se nourrir correctement. Ça, c'est clair. Est-ce que, la question que les gens vont poser, là, ils sont en train de se poser, ils disent, ouais, ces gens-là, ces deux bonhommes-là, de l'autre côté de l'écran, ils sont en train de parler de nouveautés, d'appareils fantastiques, ça va coûter cher. Parce que les appareils, est-ce que ça va coûter très très cher? Est-ce que ce genre de prothèse-là coûte plus cher, beaucoup plus cher qu'une prothèse normale, enfin normale, c'est pas ce terme? Ça coûte pas beaucoup plus cher. Ça coûte pas beaucoup plus cher parce que l'intérêt, justement, n'est pas dans le prix, mais dans que la technologie amène des choses qui sont peut-être de meilleure qualité, qui sont plus précises et pour lesquelles on a moins d'erreurs. Donc, une des grandes questions aujourd'hui, c'est justement de faire la balance entre les anciennes techniques qui sont déjà quand même relativement précises et les nouvelles. Alors, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Donc, on utilise les deux. Si vous voulez, on utilise les deux. Mais avec le temps, forcément, il y aura, je pense que les nouvelles technologies vont prendre le pas. Et quand ça va se développer, forcément, les machines seront moins chères et peut-être qu'à ce moment-là, le prix va baisser. Parce qu'on est dans une situation, en médecine comme en dentisterie, il y a une médecine de riches, il y a une médecine de moins riches, une dentisterie de riches. Voilà. Et plus la technologie va avancer, est-ce que le fossé ne va pas se creuser davantage? Je ne pense pas que ce soit la technologie qui va faire que le fossé puisse se creuser. Je pense plutôt que c'est l'organisation de soins dans la société qui peut créer ce genre de problème. Parce que c'est la capacité de prise en charge par les organismes sociaux ou non qui pourra permettre que chacun puisse
trouver des solutions les mieux adaptées au problème qu'il a. On n'échappe pas, on ne peut pas échapper à l'avancée de la science. Clair, si vous voulez, avant, vous vous rendez compte, il y avait des ordinateurs qu'on mettait dans cette salle, maintenant ils tiennent sur une demi-page. Donc on ne peut pas. Maintenant tout le monde a un téléphone portable et les enfants qui ont 5-6 ans, ils savent comment manipuler un téléphone portable. Donc on n'échappe pas à la technologie. Le problème, c'est de la maîtriser, de savoir l'utiliser au mieux pour le bien de tous. Alors c'est intéressant quand tu as parlé des services sociaux. Bon, un des grandes promesses du gouvernement actuel, c'est que d'ici 2 ans, il y aura le tiers payant pour tout le monde. Il existe déjà en dentisterie. En dentisterie, c'est-à-dire que c'est pas du tiers payant, c'est-à-dire qu'il y aura pratiquement les patients ne vont pas payer leur consultation. Et ce sera la Sécu qui va prendre ça en charge. Et pour le moment, nous, on n'est pas tellement concernés par ça. Parce que techniquement, ça pose des problèmes dans la mesure où nous avons une infinité d'actes. Différents. D'actes qui sont différents. Je ne sais pas, il doit y avoir au moins 200 il y en a qui ne rentrent pas dans le cadre de la sécurité sociale. Oui, il y en a qui ne rentrent pas dans le cadre de la sécurité sociale non plus. Donc, le ministère s'est rendu compte, avec nos différents syndicats, que techniquement, c'était impossible, si vous voulez, de faire ce genre de situation-là, parce que il fallait gérer tout ça avec les mutuelles. D'autant plus, il y a au moins 300 ou 400 mutuelles qui manipulent 250 actes différents. Donc, ça devient impossible, même avec l'informatique à gérer. Donc, je pense qu'il y aura peut-être d'autres solutions, mais pour le moment, on n'est pas directement concerné par cette mesure, sauf peut-être pour des patients particuliers au niveau de la CMU, je pense. Ah oui, pour la CMU, c'est un petit problème. Oui, oui. Parce qu'avec la CMU, les gens n'ont droit qu'à des soins simples, pas de prothèses. Ils peuvent avoir des prothèses, mais avec des prix CMU. Et s'ils veulent... Ça veut dire avec une technologie moindre, c'est ça? Forcément. C'est pour ça que je disais tout à l'heure mais il y en a aussi qui peuvent mettre de leur poche ce qui le surplus de la CMU pour pouvoir avoir quelque chose de plus avancé du point de vue technique. Est-ce que le métier de dentiste, c'est un métier fatigant? C'est un métier qui est extrêmement fatigant. Parce que toute la journée, on travaille au millimètre. On travaille au millimètre. Et maintenant on travaille les 2 tiers de notre temps avec des loupes. Parce qu'on travaille sur des choses de plus en plus fines. Donc, non seulement il y a l'acuité visuelle aussi qui est sollicitée sans arrêt, il y a ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire les douleurs au dos, le maintien, douleurs au bras, etc. Et c'est vrai que c'est un métier qui est extrêmement fatigant. Eh ben. Mais enfin, tu tiens bien le coup, hein, parce que ça fait quelques années que tu travailles. Oui, ça doit faire maintenant presque 30 ans. 30 ans de dentisterie et bon, je pense qu'on va avoir encore quelques belles années devant moi. Oui, certainement. Bien, on a beaucoup parlé de la dentisterie, je suis content, hein, parce que c'est un métier que je connais bien. Je pense que les Martiniquais vont écouter, hein, parce qu'il y aura d'autres interventions sur le congrès. Oui, bien sûr. Certains intervenants vont sûrement passer sur d'autres médias. D'autres médias, absolument. Voilà, absolument. On va les écouter. Oui, il y a les médias qui sont interactifs, les gens pourraient peut-être poser des questions. Il faut aussi qu'ils peuvent poser aussi des questions à leurs dentistes aussi, s'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris. Donc, je pense que c'est quand même important que la population puisse savoir qu'il y a vraiment des avancées importantes au niveau de la dentisterie. Parce que demain, ils vont poser des questions à leurs dentistes. Hein. Moi, j'ai entendu des gens à la télévision, là, le docteur Saint-Zébi dire qu'il y avait des machines qui faisaient des choses extraordinaires. Est-ce que je peux avoir droit à ça? Oui, absolument. Non, mais il faut... les nouvelles technologies, toutes ne sont pas, disons, directement et tout de suite utilisables au cabinet. Mon expérience au fil des années m'a montré qu'il ne fallait jamais acheter la première machine qui apparaissait sur le marché. Parce qu'il y a toujours, c'est comme en informatique.
Il y a toujours quelque chose qui sort 1 an ou 2 ans après et qui est amélioré, qui est de meilleure qualité, qui n'est pas plus cher. Donc il faut se donner le temps d'attendre, il faut se donner le temps de se former, il faut se donner le temps aussi d'intégrer cette nouvelle technologie dans sa méthode de travail. Si vous voulez. Et ça, c'est extrêmement important. Hein. C'est pas, les nouvelles technologies, ce n'est pas un gadget. Si vous voulez. Ça change votre façon de faire. Il y a le personnel aussi, nos assistants aussi qu'il faut former. Ça change votre façon de travailler et ça change les rapports aussi que vous avez et avec le patient et votre prothésiste, etc. Donc, c'est un véritable apprentissage. Donc, nous sommes soumis à un challenge, un challenge qui est extrêmement positif. Parce que ça mènera, c'est une très bonne chose pour nos patients, parce que maintenant, même les patients, tu parlais de micronutrition, on peut réaliser maintenant des prothèses sans métal, donc il n'y a plus du tout la question de la prothèse, du métal dans la bouche. Ce sont des prothèses qui sont en zircone et qui sont aussi solides. Il y a de ça 4 ou 5 ans, il y avait des casses. Maintenant, il n'y en a pratiquement plus parce qu'on sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ça a évolué. Vous voyez, ça change, on évolue de façon permanente. Donc maintenant, on peut avoir des prothèses sans métal. Donc des gens qui, pour des raisons X, philosophiques ou des problèmes d'allergie, ne pourraient pas avoir de métal, on peut résoudre ces problèmes-là maintenant. Et ça, c'est une grande avancée. Mais ça implique aussi que les méthodes de travail changent au niveau du cabinet parce qu'il y a des contraintes. Chaque technologie, chaque matériau, chaque élément amène ses avantages, mais amène aussi ses contraintes. Donc l'apprentissage et la formation continue sont indissociables pour pouvoir accéder et maîtriser les nouvelles technologies. Eh bien, merci Eric, docteur Zazebi. Merci. Maintenant, vous avez tous de l'autre côté de l'écran toutes les questions que vous posez à vos dentistes, qui sont des gens efficaces et qui travaillent en permanence pour le soin de vos dents. À bientôt. Merci à tous. Bye bye.